Aujourd'hui, on va ouvrir un des dossiers les plus discrets, sombres et intenses du game français. L'affaire Aya Nakamura et Niska. Romance secrète, accusation de violence très grave, drama de paternité et consécration ultime au Stade de France, c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Mais avant, générique. Let's go. Avant de nous sortir des bangers sur bangers, celle qu'on appelle Aya Nakamura s'appelle en réalité Aya Coco Dianoko. Aya est née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali, mais très vite, sa famille débarque en France et s'installe à Aulnay-sous-Bois dans le 93. Chez les Dianoko, il faut savoir que la musique, c'est dans le sang. Aya est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants et a grandi dans une famille de griots, c'est-à-dire des conteurs, des poètes et chanteurs traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Sa mère est elle-même une chanteuse traditionnelle reconnue. C'est ma mère, wesh, bravo maman. Mais malgré tout, avec cet héritage dans le sang, à la base, Aya ne veut pas faire de la musique, même si elle écrit ses premiers textes dès l'âge de 13 ans. Son rêve premier est d'intégrer le monde de la haute couture et pour ça, elle commence des études de modélisme à la Courneuve pour devenir styliste. Cependant, l'appel de la musique la rattrape. Alors, là, t'es une passionnée, j'avance un petit peu dans le temps, t'es une passionnée de musique, etc. Mais c'est à partir de quand que t'as décidé d'en faire? Je pense après le lycée. Ouais. Parce que de base, je faisais des études de stylisme, modéliste. Et j'ai compris que le stylisme, c'était pas faire du shopping, avoir des beaux habits, il faut l'écrire, tu vois. Du coup, je sais pas, tu vois, c'est cardio. Du coup, ouais, j'étais en mode, maman, je sais pas quoi faire. Bon, là, peut-être que je vais aller au studio ou je vais aller travailler. Elle m'a écoutée, elle m'a fait confiance. Et c'est à partir de 18 ans, 17-18 ans que je me suis lancée, on va dire. J'ai commencé à aller traîner dans des studios un peu partout, avec des connaissances à moi, avec Genda, etc. Et c'est là où c'est parti. En 2014, Aya a 19 ans et décide de tester ses tout premiers sons sur Facebook. Elle balance le titre Karma. Ton body est chaud, ton body est frais, ton body est fou, mon body t'attend, oh non. Puis J'ai mal, une chanson de rupture posée sur une prod d'influence Zouk Love. Bébé, dis-moi où t'étais, qu'est-ce que tu sais, je m'inquiétais. Ça cartonne direct et la vidéo dépasse très vite le million de vues sur YouTube. Mais pour percer avec une aura de star, il faut parfois un nom de scène audacieux, même si certains ne sauront pas le prononcer. Voici Yaka Nakamura. Grande fan de la série américaine de science-fiction Heroes, elle choisit d'emprunter le nom de famille de son personnage préféré, le maître du temps, Hiro Nakamura, et ainsi, Aya Nakamura est née. Elle se fait repérer, signe chez Warner Music France et prépare son premier album, Journal intime, qui sort en août 2017, porté par son premier hit certifié platine, Comportement. Comportement, bah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais, je suis dans mon comportement, bah ouais. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Aya a caché un énorme secret à sa maison de disques à ce moment-là. Elle était enceinte de sa première fille. Elle a avoué par la suite avoir volontairement dissimulé sa grossesse jusqu'au 7e mois, persuadée que si les producteurs la prenaient, ils refuseraient de la signer. Tu sais, malheureusement, dans les écrits, dans les dires, etc., ça fait bien de dire, ouais, non, garde ton enfant, etc. Mais toi, t'as subi une réelle pression. C'est-à-dire, on t'a fait comprendre que là, c'était... Non, pas une pression, mais c'est un peu en mode, bon là, t'as 19 ans, t'es une Renoir, il y a pas de Renoir déjà qui perd, ça existe même pas. Déjà, c'est compliqué, qu'est-ce que tu vas mettre un enfant dans ton ventre, tu vois? C'est plus comme ça qu'ils ont voulu me faire comprendre le truc, et on a parlé de ça à un moment donné, juste avant la signature, parce que de base, j'étais pas encore signée à Warner quand je leur ai appris que j'étais enceinte. Juste avant la signature, du coup, on n'en parle plus, donc eux pensent que je suis plus enceinte. Tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis enceinte de 7 mois, je fais des clips, personne crame et tout, super et tout, nan. Et après la signature, quelques mois après, j'attends, bam, surprise, je suis enceinte. Et c'est de là où je pense qu'ils sont partis au bout de quelques mois après la signature. Ils ont pas eu... ils avaient pas la vision sur moi, voilà. En 2018, sa carrière explose grâce à son deuxième album sobrement intitulé Nakamura. Le titre Jaja devient un phénomène mondial au point que les anglophones chantent les paroles en ne comprenant rien au même titre que nous.
This French song is so addicting. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis prête en kata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu jettes ça. Avance rapide jusqu'en juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, tout en doré, Aya Nakamura performe entourée de la garde républicaine sur le Pont des Arts devant 31,4 millions de téléspectateurs. Sa performance est un tel succès au point où le Pont des Arts est rebaptisé le Pont d'Aya et plusieurs fans s'y rendent pour reproduire la chorégraphie. Mais malgré cette reconnaissance de l'artiste qu'elle est, cette performance au JO a été précédée d'une vague de racisme, de misogynie noire, de conservatisme d'une violence inouïe. Tout commence en février-mars 2024. Le magazine L'Express publie une indiscrétion affirmant qu'Emmanuel Macron aurait reçu Aya Nakamura à l'Élysée pour lui proposer de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO, possiblement en reprenant du Edith Piaf. À ce moment-là, Aya Nakamura est incontestablement l'artiste francophone la plus écoutée au monde, n'en déplaise à certains. Pourtant, l'annonce de sa possible participation déclenche une véritable hystérie, particulièrement chez l'extrême droite. La France aux Français! Le point culminant de cette haine décomplexée survient début mars 2024 où un groupuscule identitaire d'ultra-droite appelé les Natifs se prend en photo de nuit sur le bord de Seine, tenant une grande banderole avec d'inscrits « Y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Cette banderole représente une invalidation de sa nationalité française ainsi qu'un mépris de sa classe sociale d'origine. Du point de vue de l'invalidation de sa nationalité française par la fachosphère, cela vient du fait que Aya est née à Bamako, bien qu'elle ait grandi en France depuis son enfance. D'où le renvoi au marché de Bamako sur la banderole, sous-entendu qu'elle ne serait pas légitime pour représenter la France. Oui. La Traviata à cette chanteuse énorme malienne là, qui chantait devant... Non, vous pouvez pas parler. Mais je peux parler comme ça. Je suis désolé. Qui parlait devant l'Académie française. Qui parlait chantait devant l'Académie française. Alors là, je vais être obligé de modérer. C'était une provocation. Oui, mais je vais être obligé de modérer. C'est votre avis, c'est votre goût. Comment vous dites Aya Nakamura, vous êtes pas obligé de la décrire comme ça. Son nom m'échappait. Bon, elle est, non, mais vous ne pouvez pas la qualifier physiquement comme vous l'avez fait. Je retire, c'est pas bien. Non, mais... La banderole attaque aussi sa classe sociale d'origine en utilisant le terme marché, visant à la rabaisser et à la maintenir à une image stéréotypée et populaire, l'opposant ainsi à la prétendue élégance des JO. En parallèle, lors d'un meeting politique d'Éric Zemmour, dont le parti politique Reconquête a même pas fait 1% lors des élections législatives de 2024, le nom d'Aya Nakamura est copieusement hué par la foule. L'extrême droite l'accuse d'africaniser les chansons populaires et de remplacer l'élégance française par la vulgarité. Pour justifier leurs attaques, de nombreux détracteurs se sont cachés derrière l'argument linguistique. Sur les plateaux de télévision, des chroniqueurs affirment qu'elle ne chante pas français, pointant du doigt son utilisation du nouchi, un argot ivoirien, ou de mots en verlan ou du créole et d'autres langues. Mais comme l'ont souligné de nombreux sociologues et journalistes, notamment Christelle Mouroula ou Douce Dibondo, cet argument linguistique cachait un mépris racial évident car personne ne remet en cause la francité d'artistes blancs qui utilisent de l'argot ou chantent en anglais comme Phonics ou Daft Punk par exemple. Le procès fait à Aya Nakamura était celui de son identité, une femme noire issue des quartiers populaires qui assume son corps, son assurance et son vocabulaire sans s'excuser. Ça, on aime. Loin d'être déstabilisée, Aya a répondu à ses détracteurs à 2 reprises. La première fut durant la cérémonie des JO où Aya est sortie de l'Académie française, l'institut suprême de la langue française, pour interpréter un mash-up de ses tubes Pookie et Jaja, mêlés au formidable de Charles Aznavour, le tout accompagné par la garde républicaine sur le Pont des Arts. C'était un beau doigt d'honneur envers les personnes qui la méprisent sur la base qu'elle ne parle pas le français de leurs aïeux dans ses chansons. Et sa deuxième réponse au racisme fut lors de sa première date au Stade de France, lorsqu'elle a projeté à l'écran la fameuse banderole qui a fait polémique en la faisant brûler devant une tribune remplie de fans, prouvant ainsi que malgré les insultes, elle reste quand même aimée des Français.
Bien que Aya a pu traverser la tête haute toutes ces attaques sur sa personne et son art, avant tout ceci, elle a dû d'abord affronter un autre antagoniste, Niska. Avant de porter du Dior et de rouler en grosse cylindrée, Niska s'appelle en réalité Georges Stanislas Malik Dinga Pinto. Georges est né le 6 avril 1994 à Villeneuve-Saint-Georges, mais il grandit dans le quartier du Chantier du Coq à Évry, dans le 91. D'ailleurs, petite anecdote sur son pseudo, ses potes l'appelaient Stani, le diminutif de Stanislas. En verlan, ça donne Nista. Il trouvait que ça manquait de punch, alors il a changé le T en K et c'est devenu Niska. Son buzz commence vraiment en 2014-2015 avec des freestyles sur YouTube. Mais le moment où tout le pays a les yeux braqués sur lui, c'est avec le morceau freestyle PSG. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Il invente la danse du charreau. Paris Saint-Germain, Matuidi charreau. Une célébration tellement virale que le joueur de l'équipe de France, Blaise Matuidi, la reprend à chaque but. Paris Saint-Germain, Matuidi charreau. Attaquant défense, Matuidi charreau. Moi, tu sais, comme beaucoup de gens, je t'ai découvert avec Matuidi Charo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, clairement, je pense, tu sais, les Quinri disent les one hit wonders. C'est les gens qui font un seul hit et qu'après tu ne vois plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pensais que toi, tu serais dans cette catégorie de personnes-là. Tu vois, parce que on voit, il y a un mec qui rappe, hein, il fait des atalakou comme les chanteurs congolais. Ouais. À la fin du clip, tu vois, on entend des ting-chang, on voit des coups de pied, je sais pas si c'est Madran ou Traficante, il met des coups de pied, etc. Moi, je veux savoir déjà le process de ce morceau. Comment t'as eu l'idée là? Je vais tout expliquer l'histoire, ça commence d'où? En vrai, en soi, le délire Matuidi Charo, il naît d'un délire de potes. Ça veut dire, à cette époque-là, on avait quand même déjà commencé un peu les showcases, parce que j'avais fait Halo, j'avais fait Charlie Delta, j'avais fait Cardiac Chirac, j'avais quand même fait pas mal de sons qui commençaient à tourner bien dans la street. Et donc on arrive dans un truc où un jour on se retrouve en petit showcase et tout à Bordeaux, on est dans la chambre et tout, on délire parce qu'il y a un frérot qui nous avait appelé nous dire et qui nous avait dit que Matuidi voulait des t-shirts Charo à l'époque. C'est parti d'une rumeur en fait. Je te jure. Voilà, c'est parti d'une rumeur. Ça veut dire à cette époque-là, la rumeur elle arrive dans la chambre. Nous on est là, tout frais sorti du bendo. Matuidi, il veut du Charo. Mais non gros, c'est pas vrai, tu mens. Mais si Matuidi et tout, non. Et là, c'est là que ça part en délire. Ça veut dire, on se retrouve dans la breu. Matuidi Charo. Mais vraiment en délire, tu vois. Matuidi du Charo. C'était ça, là, le délire. Mais c'est vraiment ça. Avec la gestu déjà. Ouais, on était là dans la chambre. Mais c'était pas la même gestu. Ouais. On dansait. À l'époque, on aimait grave les gestus. C'est-à-dire, on était là, on s'est filmé et tout. On a kiffé. Et suite à ça, voilà. Là, ça, c'était pour ce jour-là. Ça s'arrête là. Et un jour, je me retrouve dans la voiture. Je suis avec un frère à moi, Baba. Je suis avec Baba et je crois Cheba à l'époque dans la voiture et tout. On allait à Paname. Et c'est là, j'écoute l'instru que Glyph il m'a envoyé. Et Glyph, c'est un mec de chez nous, à l'époque un mec d'Evry, que je bossais avec lui depuis Mineur Enragé, tout ça. Okay. C'est-à-dire un jour, il m'envoie une instru. Moi, je suis un mot gars, il faut qu'on se donne la ce fort, tu vois. Alors, quand j'entends l'instru de Glyph, je kiffe, moi, je suis en mode, ah ouais, c'est là. Et voilà, je me mets dans la voiture comme ça, en 10 minutes même, ouais, en rapide, là, comme ça, dans la voiture, j'écris mon texte et tout. Moi, je suis là chez... Comme d'hab, tu vois, je suis là, mon pote, il est en train de conduire, je suis en train de le chauffer. Ouais, frérot, c'est lourd, ça, écoute. Je lui fais mon texte et tout, nanana. Et donc, ouais, le frérot, il me dit que, ouais, et tout, il kiffe le délire et tout. Il kiffe le mood du son. Du coup, ce que je fais, je commence à dire, vas-y, ce soir, je vais au studio. Je prends mon air de studio, je me retrouve au studio, je pose mon couplet. Mais en fait, à l'époque, on allait au studio tous ensemble. C'est-à-dire, je pose mon couplet, je kiffe mon couplet, mais il n'y avait que mon couplet. Il n'y a rien. Rien derrière, plus rien. Là, j'ai fait mon couplet que j'ai écrit tout à l'heure, que j'ai kiffé sur la prod à Glyph, mais je suis plus inspiré. Je sais pas quoi faire au refrain, j'ai pas d'idée de truc. Là, je regarde un peu le peu gros, on est là, on est au studio, tout ça, posé, détente. Les gars, vous êtes pas chaud, vous montez sur le track et tout? Ah ouais, tu dis ça, ouais, bah ouais, vas-y, carrément. Parce qu'en plus, à l'époque, on est là en mode, mais ça fait longtemps, en plus, on n'a pas fait de son, comme ça, t'as vu aussi, on a fait son ensemble et tout, parce qu'on en avait déjà fait, nous, avant Matuidi Charo, okay. Tu vois. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de son ensemble, ça pourrait être intéressant. Et tout, comme ça, on revient avec ça et tout, comme ça fait longtemps, les gens vont kiffer. C'est là, les frérots, ils montent sur le son. Ah là-bas, c'est un freestyle. C'est pour ça qu'il s'appelait freestyle, le bordel. Exact. T'as capté? Exact. Donc, ça, on y monte sur le son. Moi, je le vois en freestyle. C'est en mode, vas-y, on se redonne un peu de ce fort. Moi, j'ai kiffé mon couplet. Les autres, ils viennent, ils montent leur démonstration. Et vas-y. Et après, à la fin, tout le monde pose. Et je me dis, mais les gars,
Vous vous rappelez le délire là qu'on avait eu dans la chambre? T'as capté? Voilà, c'est dans celui-là. Le délire qu'on a eu dans la chambre et tout. Ouais, tout ça, ouais, Mathieu Charo, ouais, mais je crois qu'il faut qu'on fait ça à la fin, en mode on s'en fout et tout, là. Il me dit, mais non, et tout. Je dis, ouais, vas-y, tac. Et c'est de là, Buggy rentre dans la cabine, boum, on s'enjaille, ting, chong. C'était vraiment en mode folia, tu vois, en mode folie, en mode groupe. Boum. Et franchement, j'imaginais pas que le morceau allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. La même année, Gims le valide fort et l'invite sur le hit monumental Sapé comme jamais. Sapé comme jamais, sapé comme jamais. Le titre gagne une victoire de la musique en 2016 et propulse Niska, le gamin d'Evry, aux yeux du grand public. Après sa première mixtape Charo Life et son premier album Zifukoro, Niska sort l'artillerie lourde en 2017 avec l'album Commando. Et sur cet album se trouve le morceau Réseau, l'un des plus gros hits de la décennie en France. Le titre reste numéro 1 du top single pendant 11 semaines consécutives. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Niska impose ses codes, ses expressions bendo, baye, allo et rassemble une énorme communauté qu'il appelle ses Charo. Niska devient alors le roi des featuring, posant avec tout le monde. Booba sur Médicaments, Diplo ou encore Us l'Enfoiré. Il enchaîne ensuite avec l'album Mr. Sal en 2019 qui devient lui aussi triple disque de platine. Sur le papier, c'est le parcours parfait. Mais en coulisses, la machine s'enraye notamment autour d'un featuring avec Aya Nakamura. Comme évoqué, fin 2018, Aya sort son deuxième album, l'iconique Nakamura. Au milieu des Dja et des copines, le featuring sucette avec Niska attire l'attention. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Il faut bien se remettre en tête qu'à cette époque, on a affaire à un véritable choc des titans. Niska, à ce moment-là, c'est le roi de la trappe française, l'homme derrière Réseau. Quant à Aya, elle est en train de tout casser à l'international. Du coup, les réunir sur un son aux paroles ultra équivoques, c'était le cocktail parfait pour affoler le public. Et ça n'a pas loupé. En studio, puis lors de leurs quelques apparitions ensemble, la tension et l'alchimie crèvent les yeux. Ils se tournent autour, se taquinent, et la rumeur d'un couple commence à se répandre comme une traînée de poudre. Malgré l'insistance des fans, les deux superstars jouent la carte du mystère en refusant d'officialiser quoi que ce soit. Lors d'une FAQ en story Instagram, où un abonné demande à Aya si elle est avec Niska, l'interprète de Dja balaye la question avec un mythique « c'est qui ça ?» Dans le milieu urbain, pourtant, ce n'est un secret pour personne qui forme le power couple du moment. Mais très vite, cette relation cachée, vécue sous très haute pression, commence à montrer des gigantesques failles. Entre-temps, le public attend avec impatience le clip de Sucette, censé être le banger visuel de l'année. Sauf que les semaines passent et rien ne sort. Pire encore, Aya et Niska arrêtent de s'afficher ensemble et le projet du clip est discrètement enterré. Que s'est-il alors passé en coulisses? C'est là que la machine à rumeurs de Twitter s'emballe. Des bruits de couloir assez sombres commencent à fuiter. Des internautes et des blogueurs balancent des théories de tromperie, de jalousie maladive, de grossesse secrète et pire, des violences de Niska envers Aya pour la forcer à avorter. C'est dans ce climat ultra tendu qu'un fan cherchant de l'attention interpelle directement Aya en message privé sur Twitter, lui balance les rumeurs de l'avortement forcé sous les coups de Niska et lui demande si c'est la raison pour laquelle le clip de Sucette a été annulé. La réponse d'Aya, qui a fuité à l'époque, a retourné tout Internet. Elle répond maladroitement « Ce n'est pas totalement ça, mais oui, je me suis fait niquer ». Avec cette simple réponse d'une franchise déconcertante et bien qu'ils n'ont jamais officialisé, le glamour autour du couple Niska-Aya se fissure complètement. La reine de la pop urbaine française confirme que la rumeur n'est pas sortie de nulle part et que la séparation s'est faite dans la douleur et la trahison. Ce DM a été la porte ouverte aux révélations glaçantes du blogueur Aquabem qui suivront quelques jours plus tard avec la fameuse photo d'Aya le visage tuméfié. Déjà dans un premier temps, avant de balancer la preuve en photo que Aya a subi des violences physiques de la part de Niska, Aquababe a dévoilé cette vidéo d'Aya et Niska semblant très intime dans une voiture et qui valide donc les rumeurs de liaison entre les deux. Kalama, direct du bail, avec bébé. Bisous, bisous, bisous de nous. Et juste après, Aquababe a dévoilé la fameuse preuve en photo de la violence de Niska envers Aya, que Aya elle-même avait confirmée en DM.
À ce jour, on ne peut pas confirmer que Niska a violenté Aya pour la forcer à avorter de son enfant, mais ce qui est sûr, c'est que durant cette même période, Aya a partagé une photo d'elle très enceinte auprès de ses fans. Cependant, quelques temps plus tard, lors d'une interview dans le média Move, lorsque le journaliste voulait revenir sur cette annonce de grossesse, Aya a semblé complètement perturbée par les questions autour de cette grossesse et voulait occulter ce sujet. Ce qui fait que à ce jour, on ne sait toujours pas si Aya a bel et bien eu un enfant avec Niska. J'ai une question à te poser parce que pour annoncer ce deuxième album, t'as joué sur l'ambiguïté que t'attendais un deuxième enfant. Donc je me suis posé la question, bon non, elle attend un album, non, elle attend un enfant. Alors je sais plus pourquoi je devais te féliciter. J'ai joué sur rien du tout. T'as mis coming soon, t'as tweeté, tu as mis coming soon avec l'emoji d'un petit bébé renois. Donc là, me dis pas que tu ne joues pas sur cette ambiguïté. Ah bah non, j'ai juste dit qu'il arrivait, mais quand j'ai dit coming soon, mais je sais plus, je me rappelle plus. Ah si, moi je me rappelle très bien, un tweet, coming soon, 3 petits points et l'emoji d'un petit bébé renois. Ouais, ok, d'accord. Non, tu pensais tout simplement à l'album, quoi. Oui. Non, je sais pas. S'il y a un tabou, on peut ne pas en parler. Ouais, Joker. Joker, ok, très bien. Ce qui est sûr, c'est que après ces révélations, Niska et Aya ne pouvaient plus se piffrer. En témoigne ce clash sur Twitter entre les deux, où Niska a comparé Aya à un homme suite au pic de Aya sur sa petite taille. Oh les bâtards. Je vous laisse mettre pause pour lire tout ça. Au moment où l'image de Niska est déjà fragilisée par les accusations de violence conjugale envers Aya, c'est ce moment précis que choisissent plusieurs de ses anciennes compagnes pour briser le silence sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat et Twitter. L'attaque la plus virulente vient de la mère de ses 2 premiers enfants qui s'est exprimée clairement pour abattre l'ennemi. Dans une série de stories aussi foudroyantes que les droites de Francis Ngannou, je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Elle décide d'afficher le rappeur face à ses contradictions. Elle va débuter les hostilités en dévoilant des conversations privées entre Niska et elle, ainsi que Aya, afin de révéler que lorsqu'elle était enceinte de son 2e enfant de Niska, qu'il n'a pas voulu reconnaître, Aya était elle aussi bel et bien enceinte de Niska en même temps qu'elle. Donc là, c'est la pique qu'il a fait sur son nouveau freestyle Bouska Méchant, qui l'a poussé vraiment à tout sortir. Quand il dit elle veut que je lui donne la pension, donc écoutez bien. La type me dit qu'elle veut garder le bébé, elle veut que je paye la pension. Acheter le dernier nouveau. Tu vois, en mode elle veut garder le bébé, elle veut que je lui paye la pension, donc c'est vraiment visé. Et du coup elle a dit ça fait 2 ans je ferme ma gueule, ça y est stop, là je vais craquer. Après elle a mis pas mal de photos et de vidéos avec Niska, donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui l'a côtoyé, tu vois, c'est des photos qu'on a jamais vues sur internet ni rien. Donc je pense vraiment que c'est son ex et je pense pas que c'est faux, vraiment. Voilà, tu vois, pas mal de photos, pas mal de vidéos avec Niska. Ouais. Regardez, j'ai croisé qui? Encore une fois. Là, c'est avec le premier bébé, je pense, du coup, parce que le deuxième, il a pas voulu l'assumer. Et du coup, là, je vous laisse les screens, donc je vous les laisse défiler. Mais en gros, bah voilà, vous allez voir. En gros, elle voulait lui dire, tu vois, qu'elle attendait un enfant de lui. Et là, lui, il voulait la persuader d'avorter, en gros, tu vois. Il voulait pas garder l'enfant, il voulait pas le reconnaître, etc., tu vois. Et du coup, voilà. Du coup, je vous laisse pour que vous puissiez mettre stop et tout ça si vous voulez vraiment lire toute l'histoire, mais c'est chaud. 3 enfants dans la même année, c'est Dieu qui a voulu, il a dit. Et là, tu vois, il a fait le bâtard en mode... regardez, le bébé avec Aya, il était voulu parce que tu me dis t'as merdé, mais t'as merdé avec elle ou avec moi. Il dit quoi, Niska? Il dit avec toi. Donc il était voulu avec elle, il a mis le emoji chute. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait le gamin. Du coup, il montrait vraiment qu'il s'en battait un peu les couilles en fait. Tu vois que ça le souciait pas plus que ça en fait. Et voilà quoi. Tu vois, là, il a dit que quand il avait dit que son premier gosse, il allait l'assumer, il a vraiment fait, mais que là, il a dit qu'il allait pas assumer le deuxième et qu'il allait vraiment pas l'assumer. Et du coup, là, ça parle du jugement. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, que ça allait être réglé devant un juge, etc. La meuf voulait prendre contact avec Aya Nakamura pour voir si elle était au courant aussi, etc. de la situation. Et en gros, elle lui a dit, Salam, c'est l'ex Stani, il faut que je te parle. Donc, Aya Nakamura, elle a vu Stani, je pense, elle a répondu cash, elle a dit oui. Et là, la meuf lui a répondu, je sais pas si t'es au courant, mais je suis enceinte de notre 2e enfant. Il vient de m'apprendre que t'es aussi enceinte, j'aimerais savoir si c'était vrai. Donc là, elle lui sort les échographies carrément. Et là, elle lui répond à Aya Nakamura, si il te l'a dit. En mode, ouais, c'est logique, tu vois. Et du coup, quand elle lui demande si elle est au courant pour elle aussi, elle a dit quoi? Elle a dit, c'est pas mon dos. En mode, elle s'en bat les couilles. Du coup, Aya, elle lui demande de combien de temps elle est enceinte et tout ça. Elle lui dit 5 semaines. Et Aya, elle lui dit quoi? Elle lui dit MDR, bonne grossesse. Elle s'en bat vraiment les couilles. Après ses premières révélations, la première baby mama de Stanislas continuera à l'afficher via ses posts Instagram, l'accusant d'abandonner ses propres enfants.
Cependant, par la suite, sans doute poussée par la parole de ses proches, Niska reconnaîtra les 2 enfants de sa baby mama, mais en versant une pension alimentaire dérisoire de 150 € par enfant. Pour preuve, sa baby mama affichera les virements de 300 € que lui fait Niska, où on peut voir qu'en février 2019, ce dernier n'a fait aucun versement et ne s'est pas rattrapé sur le mois qui suit. Cette première baby mama lâche même une phrase qui va rester gravée dans les annales, qui est « Tu fais le gangster dans tes sons, mais tu négocies des pensions alimentaires à 150 balles. » Le drama autour de Niska prend une tournure quasi mafieuse lorsqu'une autre affaire encore plus sombre éclate en parallèle. Une rumeur tenace, appuyée par des extraits audio, révèle que Niska aurait eu une aventure avec une jeune femme qu'il aurait ensuite abandonnée enceinte. Mais manque de peau pour Niska, cette femme a un grand frère qui décide avec plusieurs complices de tendre un véritable guet-apens au rappeur afin de le faire chanter en le menaçant de diffuser une sextape compromettante s'il assumait pas financièrement l'enfant abandonné. Une vidéo de cette confrontation fuite sur Twitter où on y voit un Niska ultra tendu qui ne pouloulou plus et qui est coincé dans une voiture en train de négocier fermement avec son ex-beau-frère. Ces 3 affaires de violence physique et financière sur ses ex-compagnes ont durablement écorné le statut de Charo dont le rappeur était si fier. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que, tout comme Aya, il annonce 3 dates au Stade de France en faisant sold out. Fin mai 2026, Aya Nakamura est entrée dans l'histoire de la musique urbaine française en ayant eu 3 dates de concert les 29, 30 et 31 mai au Stade de France en affichant complet. Moi, j'y étais pas, mais ceux qui y étaient ont affiché une ambiance incroyable. Le public, qui était composé à 80% de femmes, a transformé le parvis en véritable défilé de mode où on pouvait voir des perruques colorées, des tenues en manque de tissu. On dit il ou elle. Dis ce que tu veux. Franchement, ton outfit d'aujourd'hui, si on mettait ça en liaison avec une musique de Aya, ça peut représenter quelle musique? Au niveau. Au niveau. Au niveau. Est-ce que tu peux faire un tour sur toi, s'il te plaît? Oh là 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 là. Et une sororité incroyable. Aya a même poussé le curseur de sororité un peu plus loin en ne choisissant que des artistes féminines en développement pour ses premières parties. Après ces 3 shows où Aya a tout de même oublié des paroles, on la félicite quand même, tout le monde est content, les femmes chantent à gorge déployée du Aya, pendant que les hommes sont occupés à casser des abribus pour célébrer la victoire du PSG. Et dans toute cette euphorie collective, ne voilà-t-il pas que, telle une canicule qui s'abat sur nos fronts, Niska, après avoir surfé sur le succès de sa tournée commune GOAT avec Ninho, qui annonce que lui aussi, il va se produire au Stade de France. 9-1. À la base, j'étais matrixé par le rap de chez moi. Comme ça, tu vas apprendre à faire avec moi les beignets. Tu vas apprendre à faire... Les boucs d'Atlanta, à la Migos, Skippa da Flippa, toute la bande. Je me suis mis à gratter. Parce que nous aussi, on rêvait de s'en sortir. Mais vous, sans même le capter, vous avez rêvé encore plus grand que nous. Les premiers sons ont commencé à tourner au quartier. Mais Charo avait capté le bail. Et c'est eux qui les ont fait sortir d'ici. Dans tout le pays, les petites sœurs se sont mises à chanter mes paroles. Les petits Charo à faire mes gestus. Les darons à s'ambiancer sur mes sons. Et c'est là que j'ai capté ce que vous étiez en train de faire. En fait, c'est vous qui avez porté mes textes. Dans la cahier, dans les bigots, dans les chops, dans les foyers, dans tous les coins de la capitale. Dans vos yeux, j'ai pas vu de l'admiration, non. Non, j'ai vu un truc plus grand. J'ai vu de la fierté. La fierté de voir un gars comme vous y arriver. Un Charo qui traînait dans les mêmes endroits, parlait comme vous, s'habillait comme vous, vivait les mêmes galères que vous. Marlo, mon Charo gang, CDC, la MIF, la daronne, le daron, le quartier, le public. En fait, tout ça, c'est vous. Et en vrai, c'est même pas moi que vous avez fait péter. C'est vous-même.
Ce Stade de France, c'est pas le mien, c'est le vôtre. Charognard, je suis dans le top des années. À l'origine, Niska avait annoncé une seule date, le 10 avril 2027, mais en quelques heures à peine, près de 80 000 billets se sont envolés. Face à cette demande, son équipe a rajouté une deuxième date au 11 avril 2027. Et là aussi, sold out. Du coup, tout comme Aya, ils ont dû ouvrir une troisième date au 9 avril 2027. En tout cas, moi dans tout ça là, tout ce qui m'intéresse c'est quelle sera la thématique de Niska. Parce que côté Aya, il y a eu de l'entraîne féminine avec ses artistes en première partie, de la douceur avec sa mère sur scène, et enfin une réponse bien placée au racisme qu'elle a subi. Mais côté Niska, ça va être quoi? Un défilé de réels charros? Il va afficher à l'écran les preuves de virement de pension alimentaire pour répondre à ces accusations de ses ex? Je sais pas. Who knows? En tout cas, personnellement, moi, je pense que Niska, ne pouvant plus lever la main sur Aya, et vu qu'il avait du succès après sa tournée avec Ninho, a voulu avoir un rapport de force mentale sur elle, en prouvant que lui aussi, il pouvait remplir 3 dates de Stade de France, parce que comme de par hasard, pour annoncer sa 3e date de concert, il reprend la même ref de Mbappé du 1, 2, 3 triplé. Vous êtes pas content? Triplé. Que Aya avait utilisé bien avant lui pour annoncer elle aussi sa 3e date de concert. Ici l'annonce de Aya de la 3e date et ici celle de Niska. Coïncidence? Je ne pense pas. Ouloulou. Au final, malgré une relation toxique, des accusations gravissimes et un déballage public qui aurait pu détruire n'importe qui, Aya et Niska siègent tous les deux sur le trône de la musique francophone avec chacun 3 dates complètes au Stade de France à l'heure active. Après tout ce que je vous ai exposé, si vous deviez choisir un Stade de France entre les deux artistes, lequel choisirez-vous? Celui de Aya et ses copines ou celui de Niska et ses charros? Et comme toujours, les grandes questions qui reviennent lorsqu'un artiste est accusé de graves crimes, faut-il dissocier l'homme de l'artiste? Boycott ou pas boycott? Même si les preuves des victimes ont été postées sur Internet, mais que la justice n'a pas été saisie. Si vous voulez avoir du contenu sur ma propre personne, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Coco by Co. Bye!